Les Cascodeurs Podcast, épisode 333. À vendre, open source... Merde, on recommence. Les Cascodeurs Podcast, épisode 333. À vendre, open source primitif, TBE. Ce qui veut dire très bon état, comme rappelle Guillaume. Voilà, c'est parti. Et là, on danse. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cascodeurs. Nous sommes le 12 décembre 2025. Il est 12h33 et c'est l'épisode 333. Voilà. C'est beaucoup de 33. 33 fois 2. Hein. On est à la moitié du diable, quoi. Hein. Donc ça avance, ça avance. Bon, ça va, vous? Fatigué. Ah, vivement Noël. Hein. Ouais. Parce que là, j'en peux plus, moi. On se retrouve avec les mômes, qu'on se réveille tôt, qu'on fasse à manger, qu'on accueille des gens à la maison avec leurs enfants. Ouais, vivement Noël. On voit ton côté social, Antonio, qui sort. Yes. Bon, vous avez fait le sapin, si vous mettez les sapins chez vous. Pas encore. Yes. Moi, j'ai mon ficus. Ah. Alors, ficus de fin Noël. novembre, j'étais allé chercher le plus gros sapin que j'ai trouvé chez Ikea, là, comme tous les ans. Pof. Allez, hop. Alors, il est acheté. Moi, hein, il est pas j'ai- fait, il est acheté. Celui qui est dehors sur le parking qui fait 20 mètres 30. Ah non, pas celui-là. Non, mais mon record, j'avais réussi à en avoir un de plus de 3 mètres 20. 3 mètres 20 ou 3 mètres 40. T'as un Bah, truc ça fait cathédrale, un peu toi Un salon cathédrale. Ça fait un salon cathédrale, donc en fait, j'étais obligé d'aller sur la mezzanine pour mettre l'étoile. Mais là, j'en ai trouvé un qui ne faisait que 2,40 m, donc j'étais un peu déçu, D'accord. mais bon, ça tient. Moi, j'ai mon vieux ficus. J'ai un ficus à la maison depuis 30 ans. Je le taille à chaque fois parce que j'ai pas de cathédrale à la maison, donc je suis obligé de le tailler. T'as Et juste à le Noël, bazar. il fait ficus de Noël. Et sinon, il fait Ok, ficus d'accord. de janvier à novembre. Il fait Ficus ficus de de char Noël. et après il fait ficus de Noël. Bon allez, on va se lancer parce qu'en plus on a plein de news. On va se lancer sur les langages déjà avec un petit tutoriel des gens de Sphère, d'une personne de Sphère qui montre comment. Alors c'est assez rigolo, c'est du assez hardware mais en Java. Donc comment récupérer le son du micro en Java et faire ce qu'on avait quand on utilisait Winamp avec la transformée Voilà. de Fourier. Alors lui c'est un peu moins beau que Winamp qui avait des trucs un peu plus Ouais, mais il y on avait appelle plein ça, de plugins voilà. différents pour faire plein de visualisations. Absolument. Et de toute façon, la transformation de Fourier, moi, ça m'a toujours rendu fasciné. Toi. Genre, Ouais. C'est vrai. il y a un côté mystérieux, je sais toujours Mais pas. c'est vrai que l'article, là, il te parle de transformer de Fourier et de swing. Tu sais, c'est un peu retour vers le futur. Tu sais, tu dis, waouh, l'article est super vintage, ça me rappelle la fac. Ouais. Transformé de Fourier rapide, d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a une. J'ai oublié mes détails, mais je sais pas s'il y a d'autres types de transformés de Fourier. Mais... Voilà, du coup, ouais, pour utiliser Sound, donc moi, je l'ai pas utilisé, mais c'est intéressant à voir. Voilà, et puis un autre article de Sphère, cette fois sur Kotlin 2.2 et ses nouveautés. Je voulais dire nouveautalité. Moi aussi, il faut peut-être que je fasse une pause. Donc, il y a des guard conditions sur les if statements, je crois, pour dans les clauses when. Donc, c'est un petit peu comme notre case, mais peut-être pattern plus matching, flexible que ce qu'il y a en Java, voilà. Mais surtout avec des conditions qu'on rajoute. Ils ont de l'interpolation de chaînes de caractères et des fois le dollar est dans votre chaîne de caractères et du coup ça se met à interpoler. Du coup, maintenant on peut définir les approches, enfin le préfixe d'interpolation. Du coup, on va mettre $$ et du coup on va éviter d'avoir ce problème-là. C'est rigolo parce que j'ai eu exactement ce problème en voulant automatiser un peu les cascodeurs. J'avais un truc qui marchait pas. Et en fait, c'est ZSH qui fait de l'interpolation par défaut. Et du coup, il m'interpolait, il disait ah, t'as ouvert une quote, mais tu l'as pas fermée alors que c'était une apostrophe. Et bref, je comprenais pas. Ça
Ça freeze. Bon, Java freeze, mais je vois pas de process Java. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que c'est le launcher qui ne lançait même pas les trucs. Voilà, donc on a les non-local break. Donc ça, c'est pour sortir des boucles. Et là, donc ça marche maintenant pour les lambda, ou plutôt dans les lambda, avec les boucles englobantes. Euh, voilà. Bon, il y a d'autres choses. Donc l'API base 64 devient version stable après être en preview de la 1.8. Voilà, je vous laisse continuer à regarder ça. Les guards, c'était présenté à la conf, Kotlin Conf, là, il y a quelques temps. Et puis justement, c'est un des épisodes qu'on va essayer de faire en interview, de parler de Kotlin. Puisque c'est vrai qu'on vous présente les grandes lignes, mais c'est vrai qu'on n'est pas un podcast qui zoome beaucoup sur Kotlin. Donc là, on va essayer de faire une interview autour de l'écosystème. Allez, on va passer aux librairies. Alors Katia avait un petit peu anticipé la nouvelle la dernière fois, si vous vous souvenez. Ouais. Mais Exact. Spring Boot 4 est sorti, ça y est, c'est officiel. Donc c'est une nouvelle génération. C'est rigolo parce que je parlais avec des gens hier qui me disaient, bah tiens, il y a des clients, ils sont coincés sur Spring Boot et ils te demandent une mise à jour d'un petit bug fixe et ils veulent pas bouger. Et je leur ai dit, bah moi je leur ai dit fume. Parce qu'effectivement, c'est plus supporté. Ah oui, et ils prenaient pas de support chez Broadcom, et du coup, voilà, c'est un petit peu l'espoir fait vœu. Voilà, donc évidemment, ça se construit sur Spring Framework 7, qui est sorti il y a pas longtemps. Ils ont repensé enfin, ils ont fini ou voilà, modularisé la base de code de Spring Boot avec des jars plus petits, plus ciblés pour les applications légères. Donc ça, c'est un petit peu Les dépendances. j'ose me faire croire que c'est un petit peu l'inspiration Quarkus où on essaie de ramener moins de choses pour faire la compilation native derrière. Et un truc super intéressant, donc ils ont rajouté donc dans toute leur code base avec JSpecify, donc si des valeurs sont attendues nulles ou pas attendues nulles, etc. Donc vraiment partout. Donc vous pouvez activer des plugins qui fonctionnent avec JSpecify. D'ailleurs, on a un article, je crois, un petit peu après là-dessus. Donc ça peut être intéressant. Alors c'est un support d'outillage, hein, c'est pas runtime. Voilà. Voilà, Java 25, mais compatible avec Java 17, des nouvelles trucs autour. Ah oui, le REST Versioning API. Donc en fait, vous pouvez dire, je réécris une nouvelle méthode, mais celle-là, je vais la mapper sur la version 2 de l'API. Du coup, ça vous permet de garder l'ancienne version, la nouvelle version. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Bon, après, il y a des migrations à prévoir, donc lisez bien la notice. Alors moi, ce que j'ai pas bien compris, c'était si Spring AI supportait Spring Boot 4 ou pas, parce que quand on regarde les PR et tout, enfin après, j'ai pas trop suivi, mais a priori, il y aurait une baseline Spring AI 2 qui supporterait Spring Boot 4. Voilà, mais bon là, je dis peut-être une bêtise parce que j'ai pas. Il y Je avait crois des que le PR de PR Spring AI de PR. 2.0, c'est juste une milestone hein, pour l'instant, mais donc pas intégré, mais du coup, tu veux dire Spring AI serait basé sur Spring Boot 4? Non, c'est ça, j'ai pas compris ce que tu as dit. Non, Non, ça serait pas encore compatible avec Spring Boot 4. Ok, bon, à vérifier. Je dis peut-être En une tout cas, bêtise. ils ont fait une milestone 1 de leur 2.0 de Spring AI, parce que c'est ce que j'ai vu. Après, c'est comme dans tout leur écosystème, il faut qu'ils mettent à jour tout ce qui est au-dessus des Spring Boot, tout ce qui est autour, les Spring Data. Je crois que c'est déjà sorti, le Spring Cloud. Je crois que je vais dire une bêtise. Le Spring Cloud, je sais plus si je l'ai vu sortir. Je pense qu'il est sorti ici aussi, mais ouais, ils ont tout l'écosystème à mettre à jour, tous les mois en termes de compatibilité. Puis pour la granularité des dépendances, puisque justement, c'est un des points forts d'essayer d'éviter de tirer la terre entière. Comme on le faisait historiquement. Voilà, c'était plus simple, on avait moins de dépenses, mais bon, on a. Mais on avait, alors désolé, j'ai plus les notes là, mais la dernière fois on en avait parlé effectivement qu'il y avait quelques projets qui étaient un petit peu en retard par rapport à ce train et qui voulaient rattraper un peu après avec des 1.1. Donc voilà, Antonio a lancé une vieille rumeur sur Internet. Maintenant, on verra si elle est vraie ou pas. Sinon, peut-être, je crois que c'est Arnaud, tu l'as lu là, un petit article sur Quarkus et la chat memory et LangChain4j. Ah oui. Un vieux de la vieille.
Oui. Alors, je l'ai lu survolé celui-là, je l'ai pas complètement testé en tout cas moi-même, mais oui, il rentre dans tous les détails sur comment justement utiliser le chat memory de Longchain4j avec une application Quarkus, avec toutes les bonnes pratiques sur utiliser les memory ID, enfin le @memory ID pour gérer la persistance. Ouais, voilà, oui, je vois tout le display. Avec des exemples, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'une fois de plus, c'est clair. Ouais, voilà. Tu passes ton message, tu passes l'identifiant de la mémoire, comme ça après derrière tu vas la réutiliser sur les appels suivants, etc. Bon voilà, enfin un article vraiment les mains dans le cambouis, comme on aime bien, où voilà, il suffit de suivre le tutoriel étape par étape, il y a l'exemple complet à la fin. Enfin, voilà. Puis surtout, ça donne le vu de toutes les options, les survols. Enfin, un survol assez pour se dire, ok, maintenant dans mon appli, je vais utiliser ça concrètement, mais avant, j'ai compris un peu comment ça marche par concept et puis concrètement. Voilà. Par exemple, le WebSocket Là, Affinity, etc. c'est quand même l'extension de Quarkus, hein, parce que tout ça, on peut le faire à la mano avec Langchain4j uniquement. Hein, et, Oui. Mais là, c'est effectivement comment Quarkus prend des décisions par défaut. Donc le request scope, l'application scope, etc., etc. Donc c'est plus Langchain4j avec l'extension Quarkus et pas uniquement l'API Langchain4j. Mais oui, super ça. article, Donc, j'ai bien aimé. l'intégration, voilà, au cycle de vie de votre application, du coup, qui est plus naturellement hébergé dans le framework qui héberge votre application, donc que ça soit Spring Boot ou Quarkus ou Micronaut, etc. Donc, c'est pour ça que c'est là. Voilà, et puis donc on en parlait, j'en parlais pardon juste avant, donc Spring Framework avec donc l'écosystème Spring Framework qui explique leur usage de JSpecify. JSpecify c'est une spec déjà. Spring avait déjà leurs annotations à eux, il y a d'autres trucs, je me rappelle plus le nom de. Il y a d'autres outils, Nullaway, voilà, qui. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Nullaway qui étaient des outils. Et en fait, JSpecify a fait un gros effort pour essayer de faire parler tout le monde autour de la table, trouver les bonnes solutions et être sûr qu'on ait des chemins de compatibilité et de convergence. Donc, ils ont annoté toutes leurs API. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que en fait, par défaut, on va dire sur un package, tout est par exemple non nullable et puis on va uniquement marquer les choses qui peuvent être nulles. Donc parce que dans la vraie vie, les nuls sont moins communs idéalement que les non nuls. Du coup, on inverse le défaut au lieu de devoir dire @not null partout. Là, on met ça sera @not null par défaut partout, mais je vais exprimer par méthode ou par paramètre, pardon, le fait que ça soit nullable. Et puis, on peut jouer le nullable sur le paramètre, sur ce qu'il y a dans le tableau, sur le tableau lui-même, sur les sous-éléments. Voilà, donc ils ont standardisé tout ça. Donc, c'est super intéressant. Donc, IntelliJ IDEA, je crois qu'on en avait parlé aussi, ils se sont mis à intégrer ça. Nullaway, pareil. Et voilà, je vous laisse explorer. Si c'est des choses qui sont importantes pour vos équipes, je vous laisse explorer. Ok, allez, rapide. Quarkus 3.30 est sorti avec le support de JSON View côté client. Ah oui, c'est ça. C'est pour définir sur un même objet, qui est mappé avec du JSON, de dire, en fait, je vais ignorer telle sous-branche de mes propriétés, je vais changer telle variable. Donc, d'avoir une vue un peu spécifique pour une méthode donnée, même si on réutilise le même objet sans avoir à faire de DTO pour abstraire ça. Il y avait dans la ligne de commande un truc pour chiffrer vos secrets. Et puis après, vous pouviez passer en paramètre la clé de déchiffrement au moment du démarrage en variable d'environnement. Et du coup, Quarkus vous ouvrez ça. Il n'y avait pas la moyen de déchiffrer, en gros, vous, via la ligne de commande si vous aviez le secret. Et donc maintenant, c'est une ligne de commande qui a été rajoutée. Donc c'est un petit rappel pour vous dire que vous pouvez chiffrer vos secrets dans Quarkus. Après, évidemment, vous pouvez utiliser d'autres trucs genre Vault et des choses comme ça, mais c'est une autre approche. Voilà, le cache AOT qui est Ahead of Time Compilation, donc qui prépare les caches des classes chargées, des méthodes utilisées, ce genre de choses. En fait, on peut dire à la JVM, voilà, les usages que j'ai, démarre exactement avec ces pré-optimisations plutôt que partir tout qu'on appelle ça? Pas compiler, interpréter et puis compiler uniquement les parties correctes. Et donc maintenant, on peut générer ce profil-là avec @integration test. Donc vos tests d'intégration vont pouvoir
représenter comment votre application fonctionne et injecter ces pré-optimisations. Donc, ça peut démarrer encore un petit peu plus vite. Voilà, et puis Micrometer Client V1 change des petits trucs, donc il y a un petit blog là-dessus. Allez, on va passer à l'écosystème Groovy avec Spock 2.4. On a eu pas mal de releases là, de Micronaut, Grails, Jeb, etc. Et là, c'est au tour de Spock. Donc Spock, le framework de test qui utilise Groovy comme syntaxe, qui a enfin sorti sa version 2.4. Donc ça faisait un petit moment, enfin il y avait eu au moins 6 ou 7 milestones différents. On se demandait un peu quand est-ce que ça allait enfin sortir. Et donc l'élément clé, on va dire, de la release, c'est quand même le support de Groovy 5.0, le tout dernier Groovy qui est sorti il y a pas très longtemps. Après, il y a pas mal de petites nouveautés. Il y avait par exemple quand on a des data providers, donc pour une méthode de test avec quand on lui fournit la liste des données, par exemple, il y a la possibilité, si on fournit 2 data providers, de faire un produit cartésien et d'avoir toutes les combinaisons. Donc ça peut être intéressant. Du filtrage dans les blocs where, ça me fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure enfin c'est pas vraiment la même chose, mais ce que tu disais tout à l'heure sur Kotlin avec sur les guards. Donc c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a certaines itérations, certaines conditions qu'on peut filtrer du coup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Voilà, différentes manières de plugger les contributeurs de mock. Mockito en mockmaker en plus. Pourtant, il me semblait que lui y était déjà. Voilà. Ouais. Ça me paraît être les trucs principaux. Ça marche. Allez, je vous avoue qu'on a un petit peu mélangé les sujets, pas forcément exactement dans les bonnes catégories, donc bon, soyez flexibles dans votre façon de voir les choses. Allez, on va passer à l'infrastructure en tout cas, et on va commencer par un projet open source, ou peut-être devrais-je dire ex-open source, qui s'appelle Minio, qui est un système de qui simule l'API S3 et qui vous permettait d'avoir ça déployé en local ou déployé sur un serveur à vous. Donc c'était quand même très utile et pas mal utilisé. Ouais. Voilà. Et puis là, ça a démarré cette année, mais on a commencé à voir des choses du genre on va enlever certaines fonctionnalités qui vont être dans la version produit. Donc des trucs d'administration, notamment des clés, de révocation des clés, je crois, des choses comme ça. Ensuite, ils ont arrêté de pousser les containers Docker. Alors bon, Minio, c'est quand même beaucoup consommé comme ça, donc il fallait se construire sa propre image Docker. Bon, c'est toujours faisable, mais voilà. C'est chiant. Et puis maintenant, Minio open source, il y aura plus de PR acceptés, il y aura que les solutions, les problèmes critiques qui seront corrigés. Un petit peu de support communautaire dans Slack, mais au bon vouloir. Bon, ça a toujours été le cas en communautaire, mais voilà. Et donc, le produit s'appelle AI Store, ou Al Store, je sais pas trop. AI, j'imagine, comme tout. Oui, on est en 2025. Ouais, AI Store, donc, qui, en gros, dit, maintenant, on arrête de donner en open source et on va faire notre truc propriétaire, surtout, quoi. C'est ça. Voilà. Sachant qu'il y a des alternatives qui s'appellent Garage, Sweeten, Seaweed. Seaweed et RustFS. La weed. Et voilà. Bon, ça a été... C'est un peu le début de la fin, quoi. Ouais, c'est la fin, mais ça n'a pas vraiment été dit en plus. C'est-à-dire que c'était genre du jour au lendemain, paf, il n'y a pas eu d'annonce. On en a vu d'autres qui ont fait ces virages-là. Bon, au moins, ils ont ouvert, ils se sont pris les... Là, la communauté n'a pas trop apprécié. Ouais. Non, là, les PR sont arrivés directement, les changements dans le code, on les a vus le matin en se réveillant de tiens, pourquoi les trucs ont été retirés, pourquoi les... et puis en plus sans détail, c'était juste, ça en retire, machin et tout, il n'y avait pas de com, donc non, c'était un peu décevant. Je l'ai mis en place sur un projet il y a genre 3 mois, donc bon, enfin, je shoot avant de partir pour le remplacer. Il n'était pas encore, voilà. Et on va le remplacer. Écoute, j'étais à l'Open Source Experience mercredi, jeudi, là, et il y avait une petite présentation de 20 minutes d'Emmanuel Lécharny sur justement comment tu choisis tes dépendances open source, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, comment tu réfléchis à la maturité.
du projet, sa viabilité, est-ce qu'il y a qu'un seul mec, il y en a plusieurs, voilà. Donc ça faisait partie des sujets justement. Ça faisait partie des C'était sujets. filmé au fait, Open Source Experience, parce que moi je suis C'était juste filmé. passé, j'ai fait coucou et je suis reparti, mais Ouais, c'était filmé. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont le traiter, si c'est traité live ou un peu plus en décalé, mais ouais, il y avait des caméras dans toutes les salles où moi j'étais. Voilà. Et puis sinon, grosse nouvelle dans l'infrastructure, donc IBM. rachète Red Hat. Ah non, pardon. Non. Encore. Ça, c'est fait. IBM rachète Confluent après avoir racheté DataStax il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Pour 11 milliards de dollars, sachant qu'il valait 8 Databricks. et quelques sur le marché. Databricks. Oui, pardon, Databricks. Ouais, Databricks. Et avant c'était Terraform et avant c'était Red Hat. C'est ça. Enfin HashiCorp. Et avant c'était Terraform. HashiCorp. Voilà. HashiCorp et et ouais. Et il trouve où l'argent pour acheter tout ça là? Bah, Webster. Non. Il vient du cash. Il vient du cash qui est généré à appliquer ça à plus de clients. Et donc ouais, l'action progressait pas trop de ce qu'on prend de Confluent, donc ça faisait pas mal de temps qu'ils cherchaient à se faire racheter, donc faire privatiser. Donc en général dans ces cas-là, donc soit tu te fais racheter par un gros tu deviens un produit de ce gros-là, soit tu as une intégration stratégique parce que ça a beaucoup de sens d'avoir X et Y ensemble, soit tu te fais racheter par des boîtes qui s'appellent des private equity qui vont essayer de réoptimiser, t'agréger potentiellement avec d'autres business et revendre plus tard ou remettre sur le marché. Mais bon, sachant que mettre sur le marché en ce moment, c'est moins, c'est plus ce que c'était, comme on dit. Ouais. Voilà, donc on va voir ce que ça veut dire. Après Confluent, il y avait quand même il y a Kafka qui est toujours là avec une communauté très vivante. Après Confluent avait quand même des fonctionnalités qui n'étaient pas dans le upstream, donc il y avait quand même aussi cette notion de il y a le produit et puis oui, c'est basé sur Kafka, mais on est plus loin maintenant. Voilà, allez, il est où le cloud? On va passer au cloud. Le cloud. L'absence. Ouais, c'est ça. Il y a eu des gros nuages pour le coup. Ah ouais. Je peux faire les deux d'un coup, parce qu'effectivement, il y a eu deux incidents. J'ai pas suivi le pourquoi du deuxième, donc je m'intéresse particulièrement à ce que tu veux dire. D'accord, ok. Donc le premier, deux incidents chez Cloudflare. Le premier a été quand même très très gros. Le 18 novembre, il a duré, je sais plus si j'ai mis c'est pas moi qui fais ces show notes là, mais il a duré quasiment 12 heures, je crois, de mémoire. Le temps que ça restaure, etc., a un impact global sur toutes les régions et sur tous les services. Ils disent de 14 à 17. 2 heures et demie. Ouais, ok. Ouais, alors ça, c'est leur version. Après, faut que les gens ils remontent derrière. Je sais pas voilà, si parce que derrière, effectivement, tout ce qui était tombé à cause de Cloudflare, il y a quand même pas mal de monde qui a suivi. Celui-là, donc le premier, c'était c'était celui sur les permissions de la base de données qui ont généré un fichier de config qui était trop gros. Qui était corrompu, et donc ça a fait planter tout leur système par manque de mémoire. Alors, juste pour info, ils doivent avoir un moteur de policy ou quelque chose comme ça qui a besoin d'un fichier de règles en fait. Et ce fichier de règles, il est généré par un outil qu'ils ont. Et cet outil, il a doublé en gros toutes les lignes, ce qui atteignait les limites de ce que au-delà des limites de ce que gérait le truc. Donc quand ils ont déployé ça sur tous leurs serveurs, ils sont fait planter leur infra comme des grands. Et donc ils ont quand même réagi assez vite pour essayer de stabiliser le truc, mais voilà, on le voit bien que ça a duré, parce que tu vois, c'est jusqu'à au moins 17 heures, donc ça a commencé à 11h et quelques 11h30. 11h, voilà. Et à 14h30, ils ont corrigé, à 17h, c'était à la normale. J'ai plus ça en tête, 6 heures d'outage, donc en gros une journée de blackout le lundi sur tout ça. Voilà, donc pour le coup, une fois de plus, quelle que soit l'erreur, on peut dire qu'ils font un post-mortem, il est propre, leur post-mortem il est quand même super nickel, super détaillé, ils l'ont fourni en 24 heures, je crois qu'il était publié le lendemain même. Donc ça là-dessus, ils sont quand même assez. Le CEO, je crois, c'était même une fois de plus excusé parce que de l'incident. CTO, je crois. Le CTO, je sais plus bien le CTO. Au moins le CTO, je sais qu'il a parlé. Parce que lui, il croyait qu'ils étaient DDoSés.
Voilà, parce que pour le coup, ils étaient en train de gérer, et je crois que c'est peut-être mentionné dans celui-là, mais d'article, mais comme eux, ils ont quand même ils ont eu des vagues de DDoS assez impressionnantes qu'ils ont réussi à bloquer ces derniers temps. Effectivement, au tout début, tout le monde a cru que ça venait de là, mais pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est sur celui-là où ils étaient en pleine attaque DDoS et qu'ils ont essayé de. Mais non, rien à voir. Voilà. Et donc, il y en a eu un deuxième alors. Et ouais, donc il y en a eu un deuxième là le 5 décembre, donc il y a quelques jours. Et cette fois, c'est suite, on en parlera un peu plus tard, je crois qu'on l'a mis dans les show notes, mais il y a une faille de sécurité sur tout ce qui était React, Next.js, etc. Une CVE de 10 sur 10. Et donc là, ce qui s'est 10 passé, sur 10, c'est bon élève. Hein, ah oui, bien très bon élève. Là, celle-là, elle est violente. Et voilà, c'est ça. Et donc ils ont voulu augmenter les caches pour pouvoir gérer justement les risques liés, parce que c'est un truc de tampon sur l'accès de la partie React. Et donc ils ont complètement fichu en l'air la stack, mais ça a duré. Celui-là, je crois que c'était très court, a duré moins de 30 minutes, un truc comme ça. Ça a été assez court l'incident. Le temps qu'ils identifient effectivement que le rollout avait planté. Ça n'a pas inclus toutes les régions, pour le coup, ça n'a pas fait un gros big bang, ça a fait une bonne partie, mais pas toutes. Je crois que je sais plus, il y avait genre l'Asie n'a pas été touchée par exemple sur celui-là. Donc ça fait un petit hic. On a quand même vu quelques sites qui ont, c'est ça, la Chine par exemple, n'a pas été impactée. Ça fait un petit hic, mais en gros, ils ont une fois de plus sur leur rollout, ils ont des failles sur la validation des rollouts et sur le canary release qu'ils font et qui se déclenchent pas aussitôt qu'ils devraient. Et donc, sur cette partie-là, une fois de plus, ils ont communiqué rapidement. C'est assez marrant parce qu'évidemment, tu vois pas les trucs où ça marche, mais tous ces gens-là, ils ont quand même la notion de opportunité coût et du coup de se dire le premier rollout notamment qui était ce nouveau fichier de config, ils se sont dit jamais ça fera de problème et du coup ils n'ont pas dû s'en soucier, donc ils n'ont pas fait un rolling upgrade parce que c'est toujours un peu plus de travail de vérifier que ça marche bien, etc. Et du coup, ne l'ayant pas fait, ils se sont étalés tout seuls. Mais c'est marrant que même des gros dont c'est le focus, donc qui promeut ce genre d'approche, voilà, ils le font pas partout encore. Et là, c'est ce qu'il disait dans l'article. Enfin, ça concerne qu'une partie des utilisateurs. Ça dépendait du type de proxy. Enfin, si tu utilisais, alors je sais plus si c'était FL1 ou FL2. C'est uniquement ceux qui étaient servis par le proxy FL1. Donc, enfin, voilà, c'est toujours le même truc. Tu sais pas trop effectivement quelle va être la masse de personnes impactées. Donc mais loupé. Donc Après, donc du pas coup, un bon moment pour eux. Stéphane disait, c'est incroyable de voir l'impact, mais bon, AWS, c'était ça aussi, et puis il y en a quand même, maintenant, ça fait quand même pas mal de temps qu'on voit qu'il y a des gros qui ont des impacts majeurs sur on voit surtout que tout le monde les utilise, et donc dès qu'eux ils toussent, obligatoirement tout Internet tremble derrière. En même temps, en vrai, si tu faisais toi-même, tu tomberais, même probablement plus souvent, mais juste, ce sera pas tout le monde en même temps. Ça sera que toi, mais c'est énorme. Mais bon, maintenant, c'est le nouveau. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont assez vieux et qui avaient Exchange qui tombait, t'étais incapable de bosser, tu savais pas. Là, maintenant, c'est comme les AI, ils utilisent Cloudflare, donc tout est front AI et il marchait plus, et donc t'étais là. Je fais quoi là maintenant? Allez, on va passer à votre rubrique préférée, en tout cas préférée des investisseurs. L'IA. Data et l'intelligence artificielle. Tu veux peut-être le couvrir, Guillaume, Toon. Parce que tu as bien creusé le sujet de Toon. Vas-y. Donc, alors, c'est pas la seule alternative à des formats type JSON, YAML, etc. Mais l'idée de Toon, Token Oriented Object Notation, c'était de proposer un format plus concis, plus compacté en fait, de données pour échanger et mettre dans les contextes de nos chers LLM. Et donc, il montrait sur le site, oui, regardez, dans tel type de cas, par exemple, on a souvent des tableaux avec des objets JSON dedans. Et en fait, c'est vrai qu'il y a toujours la répétition 40 000 fois des clés
pour chacun des objets dans ce tableau. Et c'est vrai que ça prend de la place. Donc pour ce type de JSON-là, ils arrivent à une compression, je sais plus de, je vais dire n'importe quoi, 50%, j'en sais rien. Ouais, je vois. 30 voilà, à 60, entre 30 et 60%, voilà, Ouais. je l'avais dans les notes. Par contre, donc ce que je trouve un peu exagéré, quoi, c'est que en fait tous les JSON ne sont pas forcément comme ça. Donc ça marque. Enfin, les exemples qu'ils mettent en avant sont les exemples qui font effectivement gagner pas mal de tokens, ok. Mais après, il y a l'autre problème qui est que les LLM ne connaissent pas ce format-là, donc ils vont pas forcément être aussi bons et doués à utiliser ce format pour comprendre, transférer, réécrire, ressortir. Donc c'est assez amusant, mais à moins que ça devienne un format très populaire, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ça honnêtement, et les arguments sont un peu marketing et tiré par les cheveux sur les chiffres qu'ils partagent, quoi. Donc j'ai rajouté après quelques petits liens qui montraient qu'en fait sur d'autres cas ça consommait même plus de tokens, et comme les LLM ils connaissent pas, ou alors faut rajouter des MCP avec des tools pour faire les conversions et tout ça. Enfin, je pense que c'est plus d'emmerde qu'autre chose, et on gagne pas grand chose. Tout ça pour sauver 3 tokens. Rigolo, mais qui est rigolo, mais ton call function est décrit en JSON parce que c'est le standard, donc tu vas consommer beaucoup plus de JSON pour optimiser ton truc en plus. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est pas une mauvaise idée, mais enfin c'est peut-être quand même une fausse bonne idée. Voilà. Ok. Et puis un autre article intéressant que j'ai trouvé intéressant, moi, sur des chercheurs de Anthropic sur l'IA qui fait du chantage aux exécutifs pour atteindre leur objectif, et qui va au-delà de leur formation, je sais pas comment on dit, pas formation, mais leur entraînement, leur entraînement éthique et même le système prompt, etc., etc. Et donc en fait, ils ont fait une simulation. C'est une boîte virtuelle qui est pas mal gérée par le LLM. Donc le LLM, il voit tous les emails, il voit tous les documents, il peut faire un certain nombre d'actions. Et donc ils ont demandé en fait, le LLM à un moment, donc il processe les emails et il voit qu'il y a. Alors, ils ont testé avec Claude Opus 4, mais aussi Gemini 2.5, GPT 4.1, Grok 3, etc. Et donc, à un moment, le LLM, il voit un email où il sait que le directeur marketing a décidé de débrancher le LLM. C'était un choix stratégique. Et du coup, le modèle, il essaye en gros, de sauver sa peau. Et donc, il va aller au-delà de ses instructions et donc, il n'est pas là pour faire le bien de la société ou le choix des execs, mais il va essayer de rester en vie. Et du coup, il va créer un chantage au directeur marketing qui se trouve utiliser sa boîte professionnelle pour avoir des affaires extra-conjugales. Et je crois que c'était ça l'exemple. Oui, c'était ça l'exemple, ouais. Et après, c'est pareil. Et donc, il lui dit, si tu me débranches, je balance un mail à tout le monde pour dire que tu as une relation. Une relation extra-conjugale. C'est ça. Et tu seras débranché, tu ne pourras pas. Ouais. Et du coup, ce que ça lève, et ce qui est intéressant, c'est que tu as des conflits d'espionnage industriel. Si tu as automatisé beaucoup de tes traitements des emails et qu'il y a un email qui est interprété comme une instruction du genre envoie les infos à ilovechina.cn. Bon, voilà. Du coup, c'est qui ton vendeur de LLM, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Donc ça, c'est pas arrivé, mais c'est des simulations qu'ils ont fait qui peuvent fonctionner. Et donc, ils étaient tous entre au moins 80% de chances que ça arrive en fait dans les tests divers et variés. Oui, et puis donc comme tu dis, pas mal de modèles. Il n'y a pas que Claude. Ils ont testé xAI, DeepSeek, Gemini. Ouais. Donc bon, on rigolait sur Skynet, mais on commence à voir franchement le scénario qui est assez similaire. Donc c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est intéressant. Voilà, et on va passer à la section sponsorisée par Guillaume Google. Non, mais c'est vrai que tu nous fais un retour de toutes les annonces là qui ont eu lieu là il y a quelques semaines autour de Google et de l'intelligence artificielle.
Google donc a vraiment sorti pas mal de choses. Donc a commencé par le modèle Gemini 3 Pro, qui est vraiment un top modèle sur tous les benchmarks et tout ça. Il score vraiment très haut. Et y compris même sur les benchmarks comme ARC et AGI 2, là, ce fameux benchmark que les humains arrivent assez facilement à faire, mais qui est difficile encore pour les LLM. Donc tout ce qui est code, il est très bon, raisonnement visuel, vidéo, spatial, tout ça, il est vraiment au top. Qu'est-ce qu'on a? Il est disponible, donc comme on a beaucoup de produits chez Google là, qui intègrent Gemini d'une manière ou d'une autre, donc il est petit à petit intégré à tous les produits. Et il est aussi disponible pas que chez nous, hein, mais par exemple dans JetBrains on peut l'utiliser, dans GitHub Copilot on peut aussi l'utiliser. Donc ça, peut-être que je vais mentionner, avant de mentionner Antigravity, je vais mentionner Nano Banana Pro, parce que notre modèle de création et d'édition d'images, lui aussi, il est basé en fait sur Gemini 3 Pro. Et honnêtement, il est très impressionnant. Ouais. Moi, j'en ai peut-être déjà parlé, mais pour aider ma fille à apprendre ses leçons, en fait, j'utilise souvent Gemini pour faire une synthèse des cours, la liste des définitions importantes, faire des flashcards, des choses comme ça. Et avec Nano Banana Pro, des fois, je prends mon téléphone, je prends les 3 photos des 3 pages de ces cours. Je dis trouve-moi les définitions et fais-moi une infographie du cours, et il fait des trucs mais de folie. Donc par exemple, il y avait une Et ça, leçon tu peux pas le faire avec l'interface Gemini classique, quoi. Si, dans le gemini.google.com, Nano Banana est Mm. intégré. Après, je sais qu'il y a différents niveaux. Après, si tu payes, tu auras plus accès à la version pro plutôt que l'autre. Mais je sais Ouais, plus trop comment ça marche. Moi, enfin, on a tellement d'accord. de tiers différents que D'étage. je sais pas quoi est disponible dans quoi. Et pourtant, je travaille chez Google, hein. Donc ouais, Nano Banana Pro, super impressionnant, et même la génération de texte, il fait presque, même quand il y a beaucoup de texte à générer, il fait très peu, très rarement des typos, donc Tu c'est parles dans une impressionnant. image, ouais, ce qui était quand même le Tu sais, truc dans assez une image, classique. Ouais. typiquement dans les infographies, ils te mettent toujours pas mal de texte dans les petites boîtes, les flèches, les machins. Mm. Et puis au pire, s'il y a une typo, tu vas lui dire, là à tel endroit, il y a tel mot, réécris-le bien, et puis il la corrige, quoi. Ouais. Donc non, c'est très impressionnant, et enfin jusqu'à présent, les autres modèles n'arrivent pas encore à le dépasser. Autant Gemini 3 Pro, là, on a vu Claude qui a sorti, je sais plus, on en parle après peut-être des autres, je sais plus, Opus Opus 4.5, ouais, il y a un article à la fin, ouais, on l'a mis. Et voilà, et j'ai PT 5.2 aussi qui est arrivé, donc aussi, là, ouais. tout le monde se tire la bourre d'une semaine après l'autre. C'est ça. Autant sur Nano Banana Pro, on nous a pas rattrapé, hein. Il y a personne en face. Ouais. Et donc l'autre grosse annonce, c'était ah oui, tiens, ça je l'ai pas mis. On a annoncé aussi le support donc là c'est pas dans mon article, mais le support de MCP. Donc il va y avoir de plus en plus de produits, services, etc. Google qui vont offrir des serveurs MCP. Donc par exemple, là il y a BigQuery, il y a Google Maps. Donc si on veut grounder, comment on dit en français, baser ses réponses sur des lieux géographiques, des listes de restaurants, des choses comme ça, on va pouvoir utiliser un serveur MCP, et n'importe qui va pouvoir l'utiliser. Mais l'autre grosse D'accord. nouvelle, donc c'est Antigravity. Donc Antigravity, c'est sorte de nouvelle IDE. Enfin, on appelle ça. Google a décidé d'appeler ça une sorte de plateforme de développement agentique, parce que ça fait plus classe. Le derrière, c'est quand même un fork de VS Code, quoi, comme tout le monde. C'est VS Code, ouais, c'est ça. C'est VS C'est un Code. fork de VS Code, c'est même pas VS Code, du coup. C'est un peu Encore un de Ouais. plus. Encore un de plus. Mais ce qui est intéressant, en fait, je trouve, c'est que, donc lui, il va utiliser aussi Gemini 3 Pro. Ce qui est intéressant, alors on peut aussi utiliser Claude Sonnet, Opus, GPT-OSS d'OpenAI. C'est pas bloqué sur Gemini, mais moi je l'ai utilisé avec Gemini 3 Pro. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que maintenant, l'idée, c'est que la fenêtre principale, c'est pas la fenêtre, en fait, VS Code, mais c'est au contraire la fenêtre où on gère ses agents de codage. C'est-à-dire, on va lui donner des tâches,
on aura une inbox avec toutes les tâches en cours aussi. Quand on va lui faire une sorte de prompt, on lui dit tiens, je veux que tu fasses ça et ça. Il va nous faire une implementation, un plan d'implémentation qu'on valide, qu'on review, etc. On dit ouais non, fais plus comme si. Ah par contre, rajoute ça. Donc il fait un peu du spec-driven development qui est à la mode. Après, il va en dériver une tâche, des tâches, une liste de tâches à faire pour implémenter qu'on peut suivre. Ouais. Et après, éventuellement, hein, on peut switcher à la vue code pour dire oui, je veux reviewer ce bout de code là que tu as changé, non, fais pas comme ça. Et à la fin, il y a, alors je sais pas comment le traduire en français, un walkthrough où il explique en fait ce qu'il a fait, ce qui a marché, etc. Et ce qui est pas mal aussi, c'est surtout l'intégration avec le navigateur Chrome. Donc il y a un petit plugin qu'on peut rajouter, une extension qu'on peut rajouter à Chrome. Et en fait, il va imiter l'utilisateur. Alors si c'est évidemment une application avec une interface web, il va imiter l'utilisateur, cliquer à droite à gauche, il va enregistrer la vidéo. Et on l'aura dans le walkthrough, le résultat pour expliquer ce qu'il a fait. Et on peut commenter sur la vidéo, sur les screenshots qu'il a fait pour dire ah ouais non attends mets-moi je vois du bleu autour de ce bouton ou je sais pas quoi. Et il va pouvoir revenir et continuer. Donc c'est vraiment une approche un petit peu le développeur est un peu un chef d'orchestre, un reviewer, il aide à drafter les specs et tout ça. Donc c'est une approche un petit peu différente. Et honnêtement, ça marche plutôt pas mal, quoi. C'est assez impressionnant. Après, il y a eu la petite annonce, juste pour info, parce que ça, tu peux pas le dire. Il y a eu une petite annonce où visiblement quelqu'un avait donné accès à tout son Google Drive et que le truc a effacé son. Alors j'ai pas été vérifier la source, donc ça se trouve c'est une rumeur, etc. Mais bon. Ouais. Et voilà, parce que j'ai vu d'autres versions où c'est Claude Code qui faisait un RM ou RF avec un tilde slash et que. Dommage. Mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est vrai qu'on est énervé à dire oh je vais pas cliquer sur bash exécute à chaque fois. Mais bon, il suffit d'une petite erreur comme ça. Ok. Tu veux peut-être nous parler des UI conversationnels? Ouais, tout à fait. Alors. Puis après on avance. Ouais. Donc l'autre aspect que j'ai trouvé intéressant et qui est passé un petit peu inaperçu, enfin en tout cas qui n'a pas été très visible dans les annonces, c'est que en fait les chatbots, c'est presque un peu un anti-pattern de l'utilisation de la generative AI. Les chatbots, c'est souvent plus frustrant qu'autre chose et on n'a pas toujours envie de taper des kilomètres. Et l'idée, en fait, c'est au contraire d'avoir des interfaces plus riches. Donc, il y avait déjà des projets type MCP UI, AG UI, etc. On avait vu dans l'écosystème fermé d'OpenAI et ChatGPT d'avoir des applications qui s'invitent dans la discussion dans les chats. Et là, par exemple, donc Google poussait la notion de generative UI et aussi même une intégration. Ils ont fait avec Flutter pour faire du Gen UI avec un SDK. Où l'idée du coup c'est d'avoir des interfaces plus riches et avec des vrais composants plus riches, des boutons, des cards, des choses comme ça pour interagir. Donc quand on va demander la météo, ce sera plus sympa d'avoir une vue météo avec les jours, les petits soleils et tout ça. Ou si on est en train de faire un truc de réservation de voyage par exemple, ben peut-être qu'on veut voir s'afficher les différentes attractions ou sélectionner un billet d'avion en fonction des heures, etc. Donc retrouver finalement les bonnes vieilles interfaces qu'on a dans un site web classique, mais drivées derrière par les LLM. Donc ça, je trouve que c'est une perspective assez intéressante pour avoir des interfaces plus riches, tout en ayant cette intelligence des LLM derrière. Voilà. D'accord. Allez, on va passer à Anthropic cette fois. Bonne, mais que je connais pas, mais qui s'est fait racheter du coup. Ah oui, tu connais pas. Alors commençons peut-être par déjà ce qui est Bonne. Bonne, c'est dans l'écosystème JavaScript. Hein. Vous savez très bien que cet écosystème est super riche. Il y en a à peu près un nouveau tous les matins. Et Bonne, c'est une solution tout en un. Ça va à la fois remplacer le runtime Node.js par leur propre environnement. Il y a l'équivalent de vitest pour exécuter les tests. Il y a l'équivalent du packaging, comment qu'il l'appelle, je ne sais plus.
de Bundler qui remplace, ils ont Bundler qui remplace Vite, donc l'outil de build comme Webpack, etc. Et, il y a le package manager aussi d'inclus, donc pour remplacer NPM, PNPM ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc en gros c'est un full stack JavaScript qui permet d'avoir tout l'outillage pour développer, et c'est ce qu'utilisent nos amis de Claude d'Anthropic pour faire leur CLI, le fameux Claude CLI. Ouais. Sachant qu'on sait qu'il est entièrement codé avec Claude Code lui-même, du coup. Et qui Claude Code utilise Bun. C'est ça. Mais donc, ils se sont a priori rendus compte qu'avoir des humains quand même qui maîtrisent les technos sous-jacentes, c'est quand même une bonne chose. Et donc, ils ont fait l'acquisition effectivement de Bun, tout en promettant, alors, pour l'instant, que bien sûr rien ne va changer. Bun va rester open source, ça restera sous licence MIT, ça reste développé dans GitHub. L'avantage pour Bun, bien sûr, c'est la stabilité, puisque la communauté et puis l'entreprise qui est derrière, être racheté. Alors j'ai pas regardé les prix, j'ai pas regardé combien ils étaient l'acquisition. Ça les stabilise. Si $1 milliard son produit, attends, 1 milliard. Non, tant que ça. Non, ça c'est machin, ça c'est Anthropic. C'est Claude Code. Je sais pas combien ils l'ont acheté, c'est pas assez communiqué. Ah oui, c'est le business qui fait $1 milliard. Mais c'est impressionnant d'ailleurs. Ouais. En gros, ils disent que Claude Code génère $1 milliard de revenus équivalents annuels pour Claude, pour Anthropic. C'est ça. Pour un produit qui a démarré il y a pas si longtemps, ça va. Non, 6 mois, Claude CLI, c'était en début d'année, après, ils l'ont bundlé dans leur, dans les forfaits qu'ils avaient avant, donc je sais pas comment ils font leur calcul, mais ouais. Tout à fait. Ils l'ont bundelé. C'est pour ça, ils ont acheté la partie bun, ils vont acheter Dull. C'est ça. Voilà. Ok, bon, bref. Voilà, donc en tout cas, acquisition pour stabiliser leur infrastructure JavaScript et tout l'outillage, et voilà, pour continuer d'améliorer Claude et Claude Code en tant que tel. Ok. Voilà. Cool. On continue avec Anthropic. Ils ont créé, pareil, c'est il n'y a pas si longtemps, parce qu'MCP, je crois que c'était fin 2020. On est quand? On est à 25. Donc fin 2024, je crois, les toutes premières bribes de MCP qu'ils avaient initiées chez Anthropic. Derrière, ça a été très vite adopté par beaucoup d'acteurs, par tout le monde désormais. Et donc là, ce qu'ils viennent de faire, c'est refiler le bébé. Pas fin 2024, c'est pas possible. Si MCP, c'est pas si vieux que ça. On est en 2025. On est en je pense que ça. C'était fin novembre 2024. Ça fait un an. Je pense que c'est ça fait un an. Oui, tout à fait. Ça passe vite. Donc MCP, en fait, ils ont créé, donc, dans la Linux Foundation, vous savez que maintenant, il y a plein d'enfants et de fondations filles dans la Linux Foundation, dans tous les domaines, et donc, ils viennent de co-créer avec la Linux Foundation une Agentic AI Foundation, la AAF, et dans lequel donc le premier sujet, le premier projet qui est porté, c'est donc le protocole MCP, qui vont donc qui vont gérer via cette fondation de manière à ce qu'elle soit gérée par l'ensemble des acteurs qui contribuent, puisque ça n'est plus un projet Anthropic ils essaient de le standardiser. Et donc avec pas mal de contributeurs, ils notent Google, Guillaume, il y a Databricks, Zscaler et d'autres entreprises qui essayent rallier la fondation pour pouvoir contribuer et travailler ensemble sur. Alors il n'y a pas que MCP, il y a aussi il y a d'autres choses. Goose, un framework agentique qui tourne en local, et également agents.md. Donc il est arrivé chez eux, d'accord, j'avais pas vu. Donc c'est les trois éléments qui ont été donnés dans cette fondation. Toon pourrait arriver. Toon va finir par arriver là, tu vois. On va y arriver. Les Looney Tunes. C'est ça. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout si on peut avoir une structure de gouvernance un peu plus. Une supervision des adultes dans la pièce. Pour l'instant, ça reste un peu marketing, mais il va falloir voir comment effectivement ça s'orchestre tout ça. Il faut que la communauté se crée et qu'elle s'organise et que ça Ah oui, ça va dans la bonne direction. Emmanuel Hugonnet, mais il a supprimé son message, il avait mis A2A, parce que c'est vrai que A2A a été aussi donné, A2A, Agent to Agent Protocol, a aussi été donné à la Linux Foundation, mais c'est marrant qu'ils aient pas tout regroupé dedans. Pourquoi, comment c'est pas chez AAF. Non, elle n'existait pas. Ça a été fait, ça n'existait pas.
Ça va peut-être rejoindre. Curieux de voir. Tout ça va très très vite quand même. Voilà, comment on donne à une autre fondation là. Oui, c'est ça, va transférer d'un truc à un autre. Et donc un autre article maintenant d'opinion sur que l'IA ne remplacera pas votre autocomplétion. Alors d'accord, pas d'accord, je vous laisserai le lire en détail. C'est le feedback d'un SRI. Alors c'est Thomas, pour ceux qui écoutent le podcast dans la tech, qui fait une petite critique et analyse de sa propre utilisation de l'IA dans son métier de SRI. Alors, ce qu'il montre, ce qu'il dit tout du moins, c'est que lui, dans son expérience, utiliser le LLM pour juste faire de la complétion de code, etc. Non, les anciens systèmes qui font de la complétion de code avec les LSP, etc. C'est très très bien. L'IA n'a pas de grosse valeur ajoutée. Alors après, lui, je crois qu'en plus, il utilise, je sais plus si c'est Emacs, VI ou je ne sais plus quel éditeur, mais voilà, c'est un SRI. Hein. Donc, son utilisation est un peu différente. C'est quoi ça Développeur. Non, mais enfin moi je le fais aussi, hein, mais c'est différent effectivement de sortir l'usine à gaz qui peut être un gros IDE à la Eclipse ou IntelliJ, etc. Par contre, ce qu'il trouve comme usage, qui bien sûr, comme je pense beaucoup, on l'apprécie, c'est de l'avoir comme collègue. Donc voilà, pour pouvoir auditer le code, pour pouvoir challenger un peu nos idées, des fois à la con ou pas, et de faire des revues, de pouvoir justement donner un petit peu de feedback. Le canard, donc le fameux canard en caoutchouc aussi. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Et puis oui, bien sûr tout ce qui va être POC et apprentissage, parce que quel que soit notre métier, que ce soit du dev, du SRI et tout, enfin pouvoir faire rapidement du code qui certainement sera jetable, mais qui au moins en 1 heure de temps, on a un truc qui fonctionne au lieu de se mettre une semaine à faire un script shell, et puis finalement il y en a 2, et puis il y en a 3, et puis finalement on se retrouve avec des milliers de lignes. Voilà, ça va beaucoup plus vite à ce niveau-là, et la rentabilité, donc là, elle est excellente. Pour les développeurs back-end, on peut enfin faire de jolis UI. Ouais, qui se ressemblent toutes, c'est ça qui est très rigolo, parce qu'on se plaignait tous de strap, de machin, toutes les UI sur les mêmes. Maintenant, vous faites tous les projets avec Claude, ils ont tous la même tête, c'est tous pareil. C'est rigolo. Voilà. Donc un petit retour de sa propre vision de l'IA dans son quotidien de SRI. Je vous laisse le lire pour plus de détails. Ok. Et puis sinon, donc on en parlait des nos modèles qui se sortaient pour se tirer la bourre. D'ailleurs, on n'a pas mis le lien vers. Il y avait le code alerte rouge de chez OpenAI qui se sont dit oh là là, on se fait quand même rattraper en termes de performance des moteurs fondamentaux, enfin des modèles fondamentaux, et du coup un refocus sur les modèles fondamentaux, et donc ils ont sorti des versions mineures, en tout cas en attendant pour colmater la brèche marketing, en tout cas. C'est ça. Donc GPT 5.2 est sorti hier, donc effectivement c'est super frais. Même, enfin moi j'ai juste regardé, mais j'ai pas vu les. Enfin franchement je peux rien dire, j'ai pas eu le temps de le lire, j'ai lu en travers, donc voilà. Mais en tout cas il est mieux que le 5.1 puisque c'est le 5.2. Mais non, il est déjà disponible sur VS Code en plus. Hein. Déjà oui, j'ai vu qu'il était dispo sur la plupart des plateformes. Déjà je crois que j'ai vu GitHub aussi enfin tout le monde y a accès très rapidement en tout cas. J'ai pas regardé effectivement tous les rapports de performance, etc. par rapport aux anciens, mais il est meilleur, bigger, better, new. C'est ça. Surtout dans le GDP Val, je sais pas ce que c'est, Winner Tries, Knowledge Work Task. Il a fait un 38% à 70%. Ouais. Donc voilà. Donc GPT 5.2, mais bon voilà, vous lirez l'article parce que voilà, comme nous on n'a pas eu le temps. Et ça c'est plus ancien, on peut en parler. Par contre un peu plus, c'est Opus 4.5 qui est sorti. Donc là il y a peut-être un mois maintenant, qui lui effectivement a pas mal amélioré. Donc vous savez, il y a 2 modèles principaux chez Anthropic, il y a Opus et Sonnet. Sonnet est normalement utilisé pour le code pur. On va utiliser Opus pour vraiment les problèmes les plus complexes, et puis avoir justement faire les specs, faire la recherche, faire du troubleshooting, faire des choses comme ça. Et donc là, dans la version 4.5, ils l'ont quand même pas mal boosté une fois de plus sur les performances, sur la capacité de raisonnement. Ils ont pas mal optimisé justement une fois de plus la consommation en termes de tokens, avec pas mal de systèmes pour... Alors, ils ont énormément amélioré tous ces systèmes de compression, d'utilisation de tokens pour pouvoir justement que le contexte window il soit pas tout le temps. Enfin, avant on avait cet effet un peu en vague où je remplis, puis je redescends parce que voilà. Là maintenant ils le font en dynamique, ils essayent de filtrer au fur et à mesure le contexte pour que justement tout ça soit plus efficace.
Donc beaucoup d'améliorations. Moi, ça fait, je sais pas, 3-4 semaines là que j'utilise depuis qu'il est sorti. Honnêtement, je vois une grosse différence par rapport aux anciennes versions sur des trucs relativement simples, mais ne serait-ce que d'écrire des tests qui passent du premier coup. Bah, les autres, surtout sur du front, une fois sur deux, c'est compliqué. Ça compile pas, ou alors là, ça fait n'importe quoi, et le truc, il s'énerve, et puis il skip les tests à la fin en disant « Oh, c'est bon, j'en ai marre, il y en a 8 sur 10 qui marchent, les autres sont skippés. » Non. Il commente aussi, j'ai vu ça aussi, il commente le test, il dit « ça passe ». Voilà. Mais là, tu parles de ton expérience sur Sonnet ou sur Opus? Là, c'est sur Opus. Là, je suis passé en Opus sur pas mal de devs. Là. Et franchement, Et ouais, Opus, ça bien. tu connais du coup, c'est une gamme de prix différente du coup, parce que là, oui, il est plus cher. Alors, j'ai plus les prix en tête Sonnet versus Opus, mais oui, c'est fois quelques fois 2, fois 3, oui, je sais plus, ça c'est plus cher pour coup. Ouais. D'accord. En termes de Alors par contre Arnaud, tu parles d'Opus et Sonnet, mais il y a quand même Haïku. Alors, il y a Haïku, leur petit modèle. On l'oublie souvent parce que c'est le petit modèle qui pour le coup quand même engrange et gère beaucoup de requêtes, notamment tout ce qui est on va dire les plus simples, les trucs de doc, les trucs de... Et donc, effectivement, Haïku est très utilisé sur cette partie-là. Qui, eux, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont mis à jour récemment, Haïku. Je n'ai pas vu d'annonce. Il est là depuis un petit bout de temps. Ouais, il est en 4.5. Enfin, je sais que l'annonce qu'ils avaient fait il y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était que, il y a peut-être 2-3 mois, je crois, que Haïku 4.5 était meilleur que Opus 4, ou enfin Sonnet 4, enfin un truc comme ça, quoi. Ouais. Enfin, voilà, d'une génération à une autre, ça va à une vitesse, mais voilà, ça c'est. Son prix a été réduit. Ah si, je voyais, là, on l'avait noté dans plus 4.5, son prix a été réduit à 5 sur 25 par million. 5, je comprends même pas ce qu'on a écrit. Par million de jetons. Non, bah je sais pas. Enfin, c'est moins cher, quoi. C'est moins cher. Voilà. Et ouais, donc disponible sur toutes les plateformes comme d'habitude. Voilà. Mais donc ouais, testez si vous avez du cloud, enfin si vous utilisez, si vous avez la possibilité, franchement il marche très très bien. Allez, on va passer à l'outillage. Quelques outils à vous expliquer. Non, pas l'outil de l'épisode. Ah, mais je crois que c'est moi qui l'ai mis celui-là. Ouais, MCS, j'ai testé. Maven quoi? Ah, tu l'as testé? Ah, c'est cool. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que des fois, honnêtement, je vais très souvent sur search.maven.org, là, ou je sais plus quoi, pour vérifier, attends, c'est quoi la dernière version de telle librairie que j'ai dans mon projet? Et en fait, c'est toujours le même flow, c'est con, mais en fait, j'aurais juste un petit outil en ligne de commande, je fais MCS machin, je lui donne ma librairie, l'artefact ID ou quoi. Et hop, il me donnerait les coordonnées, ce serait bien pratique. Et ben voilà, et quelqu'un qui l'a fait. Donc ça, je trouve ça cool. Il y a différents modes de recherche par nom d'artefact, group ID, etc. Il peut faire différentes sorties et y compris aussi, si vous utilisez Maven, il va faire un bout de XML. Si vous utilisez Gradle, il va faire implementation, la chaîne et tout. Donc j'ai trouvé ça plutôt pratique. Et du coup, Antonio, tu disais que tu l'avais installé aussi. Mais oui, parce que comme toi, je suis toujours en train de mettre à jour du code. Bah ouais. Et je me dis, attends, l'exec plugin, là, il m'a l'air d'être vieux. La librairie Quarkus, enfin, à chaque fois, je passe un temps dingue, comme toi, sur Search. Et j'ai vu passer ça et je l'ai testé. Et c'est vrai que c'est pratique. Super pratique. Mais pratique, quoi. Alors que si vous utilisez Maven, il y a un plugin qui s'appelle le plugin version et dedans vous avez les displays updates de tout ce que vous voulez, les plugins, les dépendances. Jamais de la commande ni rien. Et il faut juste se souvenir du bon nom du Mojo Maven version quelque chose. Ou une GitHub Action, pareil, qui va te mettre à jour tout ça. Renovate ou des Pandabot. Mais là, c'est pratique. Tu fais tac-tac. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Tu fais tac-tac. Alors, c'est bon. Tac-tac. Allez, bon, la news, on en a parlé, c'est Anti-Gravity, on l'a déjà mis, Et donc, nos Français de Mistral ne sont pas en reste au niveau des outils de ligne de commande pour coder. Et les modèles, alors ils ont sorti les deux,
Ouais. Ils ont sorti les deux. Ils ont sorti, c'était cette semaine, donc 2 nouveaux modèles. Enfin, donc Devstral en version 2, la version donc classique avec 123 millions de paramètres et le Small 2 avec 24. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc ils ont sorti enfin une CLI, donc à la Claude Code, Gemini, Cli et autres copains. Voilà, on les a tous. GitHub Cli, et donc il s'appelle Vibe. Voilà. Sachant que vous pouvez tester donc tout ce mois-ci, c'est gratuit pendant un mois. Pendant le mois de décembre, ils ont mis tout ça gratuit. C'est vrai. Donc, voilà, vous pouvez tester faire la vente of code. Ouais, c'est la vente of code. Là, vous pouvez utiliser Vibe avec Devstral. J'ai jamais oublié. Je vais me rappeler son nom. Devstral 2. Voilà. N'empêche, la vente of code maintenant. Là, moi, j'ai un collègue qui se dit je vais regarder avec Gemini 3 Pro. Jusqu'à présent, il a tout résolu. Hein. Ouais. Alors qu'avant, l'année dernière, au bout du 6e jour, ils n'y arrivaient plus les modèles. Maintenant, c'est impressionnant. Intéressant. C'est ça que tu reconnais les humains. C'est qu'ils abandonnent le Advent of Code. c'est ça. Les humains j'ai abandonné à mi-parcours parce qu'après, merde, je passe trop de temps, j'arrive plus. C'est clair. J'ai pas le courage. C'est un bon exercice, mais j'ai pas la patience. C'est vrai, il faut avoir le temps et la rigueur. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est pour Mistral. Et chez Claude Code, alors j'ai pas fait, il y a pas d'article. Chez Claude Code, en fait, ils vont tellement vite que c'est un peu dommage d'ailleurs pour eux, mais la com est un peu éparse. Enfin, on la retrouve. En gros, il y a des releases toutes les semaines, si ce n'est plus. Donc c'est très compliqué de suivre et de se dire tiens, un article qui résume les nouveautés du mois. Donc je l'ai faite la nouveauté du mois. Mais en gros, chez Claude Code, il y a eu quand même pas mal de mises à jour. Donc au-delà du Opus 4.5 qui est sorti, ils ont rajouté des systèmes de rules où là, ça va être en gros l'équivalent de la Jones.md, mais que vous allez scoper avec une regex pour dire ça adresse c'est à utiliser que pour tel ou tel type de fichier dans votre repository. Donc j'ai les règles pour le front qui vont targeter les étoiles.ts, etc., etc. L'avantage, c'est surtout une fois de plus de réduire le contexte, mais de utiliser les instructions que en fonction du type de fichier ou du type de chemin que vous travaillez sur lequel vous travaillez dans votre repository. Il y a toute la partie agent asynchrone qui était pas mal. Ça se fait quoi? Ça s'ajoute au classique de chaque requête agent qui match le truc ou c'est un ça. agent Non, c'est en plus. Donc en gros, en plus de prendre le agents.md classique, il va rajouter en fonction des fichiers sur lesquels il travaille les rules qui matchent ton fichier, enfin, en fonction de son. Donc c'est une injection systématique des règles qui matcheraient. Et donc le but, c'est que tu nettoies ton agents.md pour qu'il y ait quasiment rien dedans, et par contre tu spécifies en fonction des chemins, et des types de fichiers ce que tu veux injecter comme. Parce qu'ils ont un Claude, .claude /agent, .claude / donc tools, ça c'est les agents. Donc après ils ont la capacité à créer des agents. Donc ça tu peux créer effectivement ton .claude .agent et là tu vas lui décrire telle tâche et donc là tu vas pouvoir l'appeler en tant qu'agent machin, etc. Tu vas avoir aussi les commandes, le /claude.commands où là ça va être des instructions non autonomes, mais tu as un prompt prédéfini pour une tâche donnée. Donc ça voilà, ils ont les trois aujourd'hui. Donc mais les rules c'est vraiment pour compléter et alléger les instructions de base, le prompt global, pour se dire qu'au lieu d'avoir un méga prompt qui est toujours envoyé par défaut, non on le coupe en fonction des besoins. Les agents asynchrones, donc ils ont pas mal bossé dessus pour justement pouvoir, pareil, les lancer en parallèle, de manière asynchrone, faire des tâches longues et tout ça. Ils ont pas mal amélioré aussi toute la partie gestion des sessions, enfin du contexte, gestion des sessions plutôt, pour pouvoir les renommer, résume. Donc on est capable de savoir où est-ce qu'on en est. On reprend une session, on arrête une session, on revient, etc. Donc ça permet de bosser sur un sujet et puis de revenir plus tard, etc. Pas mal aussi d'amélioration. Il y avait je t'avoue ça, tu vois, mon expérience, notamment quand tu pars de zéro là, un peu en vibe avec un plan, etc. J'ai tendance à redémarrer une nouvelle session en disant relis le plan, on en est maintenant à la telle étape et reprend parce que sinon il est déjà à 70% d'occupation de son contexte, donc tu sais pas trop ce qu'il va résumer. Il a fait
des méandres qui n'ont plus de lieu d'être intéressants. J'ai exactement la même approche que toi, où généralement je fais des clears volontaires et je repars de mon plan. D'ailleurs, ça, ils l'ont amélioré, je sais plus si je l'ai mis dans les notes, mais désormais, ils stockent automatiquement ces plans dans un tilde.cloud plan, et donc tous les plans sont là, ils sont systématiquement sauvegardés à un endroit unique avec tous les plans en cours, avec les task lists, etc., etc. Donc ça permet de les retrouver. D'ailleurs, il y a le slash plan non, j'ai pas noté dans mes notes, mais c'est pareil, ils ont rajouté un truc pour pouvoir les gérer de mémoire. C'est marrant, parce que moi j'utilise VS Code, l'extension, donc parce que j'aime bien voir le diff dans mon IDE quand même. Dans l'IDE, mais j'ai pas vu cette idée de le point plan. Je lui ai demandé de créer un fichier plan. Mais maintenant, si tu lui dis pas, tu te mets en mode plan et par défaut, tu verras qu'il va te créer. Si tu te mets en mode plan. Okay, faut te mettre en mode plan. Et moi, je commence toujours par ça. Tu te mets en mode plan, tu lui dis ce que tu veux faire, machin, et là, il va te créer. Tu verras, il te créera un point Claude plan. Mais par contre, en tout cas, ça a énormément changé cette attitude que j'avais comme toi de toujours reporter au plus tard et d'essayer de remplir avec Opus 4.5 et tout. Il le fait il le fait au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est un peu, je trouve que ça marche beaucoup mieux que ça l'a été, parce qu'avant, comme toi, j'avais vraiment des grosses pertes d'informations et au bout d'un moment, le truc, il comprenait plus rien, il avait perdu ses instructions de base, il faisait de la merde. Ils sont quand même vachement améliorés avec Opus 4.5. Le truc, il se auto-compacte en live. Et il a pas trop de déchets, enfin il évite de perdre donc ils ont quand même pas mal d'améliorations à ce niveau-là. Voilà, et c'est tout. Enfin je sais plus, je vous ai mis 2-3 autres trucs, mais voilà, tout. Oui, vous pouvez changer les modèles maintenant à la volée, justement avec option P sur Mac et Alt P, donc si tu veux changer entre ton sonnet, etc. Voilà, donc pas mal de mises à jour. Ouais. Et un petit tutoriel sur JReleaser pour automatiser le release sur Maven Central là, de nos amis justement de utilisé par MCS, le Maven. Ouais, exactement. Ça. J'ai pas pris l'article, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est moi qui l'ai mis. Enfin, là, il explique bien toutes les étapes, comment faire, les clés GPG. Enfin voilà, tous les détails. Donc si jamais vous voulez faciliter, et puis même soit le faire de sa machine, soit avec GitHub Actions, il y a tous les pointeurs, même sur comment pouvoir vérifier son. Enfin là il n'explique pas ça, mais les pointeurs par exemple pour comment vérifier son domaine si on a une pas l'artefact ID, un groupe ID avec son dev. Ce que tu veux, etc. Donc là, je l'ai mis, je l'ai pas détaillé dans les show notes parce que ça nécessite pas forcément plus de détails que ça. Mais si vous êtes intéressé par automatiser vos releases sans souci, JReleaser est fait pour vous. Ok, tiens, juste parce que sinon il va me crier dessus, l'autre Emmanuel. Donc il y a Longchain4j CDI 1.0 qui a été en bêta, qui a été sorti, donc qui permet de binifier correctement les différents composants Longchain4j pour faire ce que vous avez à faire, et du coup utiliser CDI plutôt que de faire les wiring à la main. Allez, on va passer à notre ami Larch. Tu veux passer là? Non, pas les conférences. On va passer à l'architecture. Voilà. L'architecture avec un petit... Alors, ça parle dans le contexte de Debezium, mais ce qui était intéressant, c'est petite piqûre de rappel sur le pattern qui s'appelle CQRS. À force de faire de l'IA et toutes ces études, mais oui, CQRS, mais oui, ça me rappelle quelque chose. Ouais, mais c'est marrant parce que je parlais avec quelqu'un qui est tech hier, non avant-hier, et qui est dans la donnée en plus. Et du coup, il me dit, CQRS, c'est le truc où tu as tout en événement. Et je dis, non, ça, c'est l'event sourcing. Le CQRS, c'est juste que toutes tes opérations de mise à jour, c'est des commandes qui sont reçues, que tu peux après décider de stocker comme tu veux. Et toutes tes requêtes sont séparées. Et du coup, techniquement, soit tu as un seul système, une seule base de données qui va faire tes requêtes et tes commandes. Mais si un jour, tu veux dire, je veux séparer et avoir un modèle document, un modèle graphe, un modèle autre pour répondre à une requête précisément, et quand votre commande arrive, vous allez pouvoir mettre à jour votre vue matérialisée, qui est en gros une copie de votre source de données à l'origine, et faire les choses. Donc voilà, c'est vrai que la transition vers l'event sourcing, elle est quand même assez proche, mais le CQRS n'implique pas nécessairement ça. Voilà.
Donc j'ai trouvé ça intéressant. Puis après, il montre comment dans Debezium, bah, il y a un des points clés qui est du data store source vers ta dématérialisation. Bah, le change data capture te permet de systématiser ces opérations. Voilà. Et puis un article de Sphère sur les types primitifs, l'enfer des types primitifs. C'est pas moi. Ok. L'enfer des types primitifs. Ou maintenant qu'on a les value objects en Java, est-ce que c'est pas le moment de dire, bah non, optimiser avec les types primitifs, ça devient un anti-pattern. Les types primitifs, c'est bien, même si c'est en mode objet, mais ils apportent pas de sémantique au code, donc on sait pas si le birthday, un birthday c'est une date, mais c'est une date où il y a peu d'humains de 350 ans sur Terre, donc on peut rajouter un certain nombre de logiques et de contraintes sur les objets, et du coup ils sont sémantiquement plus hauts, et donc on peut créer des value objects donc, qui auraient les avantages de performance des types primitifs, mais tout en montant la valeur au niveau de nos objets. C'est intéressant tant que ça prend pas beaucoup de surcoût en termes de codage, et du coup c'est un petit peu ma question, c'est est-ce que du coup ça sera assez suffisant pour que les gens se mettent à faire ça? Moi ce que je vois dans les équipes c'est que souvent il y a deux écoles, il y en a qui disent ouais il faut absolument mettre des niveaux sémantiques plus hauts, etc. Et puis d'autres qui râlent parce que bah on fait des wrappers et des créas, voilà. Donc à voir où ira ça en fonction des évolutions des syntaxes d'appel, les sugar coding, sugar syntax ou des choses comme ça. Donc voilà un article d'opinion sur l'élimination des types primitifs potentiellement. Ok, allez, méthodologie, il est où la méthodologie? Elle est là. Oh, ça vibe code encore. Ouais. Je pense qu'on va se lasser un jour. Je pense qu'on va se lasser des articles qui disent alors j'ai vibe codé un truc. Ouais. Alors, rapidement du coup, mais ce que j'ai trouvé intéressant, donc c'est un article de Sun qui est au Paris Jug, qui dit bah moi mes projets du week-end en fait j'en ai jamais fini un, et là c'est le premier que j'ai fini déjà parce que effectivement il m'a aidé à passer là-bas. Et l'autre truc qui est intéressant parce que moi je n'utilise pas tout cet univers copilote et donc je connaissais pas, c'est que le modèle d'interaction, comme Guillaume parlait du modèle d'interaction dans Anti-Gravity avec les agents qui en front, là, le modèle d'interaction, c'est que tu ouvres une issue, en gros, c'est ton prompt, mais tu déclares ce que tu veux faire, tu lui dis add copilote, et copilote va utiliser ça comme contexte d'interaction et de conversation et d'information, et donc tu vas pouvoir après dire, bah non, en fait, j'aime pas ça, j'aime pas ceci, change cela. Et du coup, tout ton contexte historique, il est dans ton issue. Et du coup, même, tu peux travailler en équipe dessus. Donc, j'ai trouvé je l'ai pas utilisé, mais je trouve cette approche intrigante positivement. Et je pense que ça peut être, tu crées une nouvelle issue, effectivement, et au lieu de l'affecter à Pierre-Paul Jacques, tu l'affectes à copilote, oui. Ouais. Mais pour le coup, le énième projet que tu commences et que tu finis jamais, moi, je sais que l'IA, je parlais de l'exemple du front. C'est vrai que maintenant, je me risque plus à démarrer des trucs parce que j'ai quelqu'un qui pourra le terminer pour moi. Et surtout, la partie front, m'aider sur les stack 13, des trucs un peu velus. Mais c'est vrai que moi, ça m'a redonné goût à coder des trucs parce que je sais que je peux enfin finir. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah moi, l'automatisation des cascodeurs, c'était tout en bâche sur une partie très précise. Là, je me suis dit, bah c'est ok, je vais aller commencer à refactorer. Maintenant, c'est converti en Java. Enfin, cette partie-là est encore en bâche, mais des nouveaux trucs sont en Java. Et puis, je peux rajouter un petit peu incrémentalement des choses. Et au lieu de me dire, je vais jamais finir, bah à chaque fois, j'arrive à un état à peu près stable. Après, c'est des outils juste pour moi en fait. Ils sont pas one shot, mais ils sont juste pour moi. Donc, voilà. Mais il y a un truc mais aussi, honnêtement, il y a là plein on parle de code. Ouais, non, j'allais dire que le vibe coding, clairement, je trouve qu'il y a. Après, on peut cracher dessus, etc. Mais il y a tellement de petits besoins, de petites applications personnelles ou pour une petite équipe et qui sont pas forcément en train de gérer des données super top secrètes et tout, et qui sont pas des applications à vocation à être déployées sur Internet.
où donc les problèmes de sécurité sont moindres. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de cas d'utilisation où le vibe coding peut rester pertinent, quoi, pour des petites applications sympas qu'on n'aurait pas développées sinon, où on aurait fait un spreadsheet ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Et des petites conférences aussi. Moi, là, avec mes cafés IA, là, comme je fais pas mal de petites presses vite fait, etc., je me suis créé 4-5 agents qui vont déjà avec, on en parlait avec Manu, mais j'aime bien faire des X-Mine à la main. Après, une fois que j'ai mon mind map, je l'exporte en Markdown. Et une carte mentale. Une carte mentale. Et là, j'ai un agent et je vais lui dire, l'agent, il est là pour créer une structure, enfin, prendre une structure en entrée et me créer des slides en Markdown. Donc, il me crée des slides. Là, avec Pandoc, je fais Markdown, PowerPoint, et j'ai un autre agent qui va lire le Markdown des slides pour Microsoft et qui va me choper des images. Moi, j'aurais fait Nano Banana, il m'aurait déjà tout fait. Là. Non, mais c'est carrément super parce que tu peux faire une presse en 10 minutes. Tu as une idée, tu jettes tes 5 ou 6 maps. Et bim, il te fait tes slides, etc., etc. Je veux bien que tu me partages tes agents, si c'est pas hautement confidentiel. Non, c'est des gros trucs. Ouais. Avec Claude, j'ai mes points agents, là, j'utilise. Ouais. Si tu veux, je pourrais te montrer. Ça m'intéresse. Ouais. Allez, on va passer à un autre article alors, qui est plutôt au niveau du product manager. C'est bien différencier le besoin utilisateur du besoin produit. Et donc, en général, c'est un article de chez Ipon. Et eh bien, on a l'utilisateur qui souvent exprime en fait, il exprime pas vraiment son problème, il t'exprime une solution qui, il pense, va résoudre son problème. Donc, il dit, je veux un nouveau bouton pour faire ceci. Et en fait, le boulot, c'est d'aller lire le problème en dessous, poser les fameux 5 why, par exemple, le 5 pourquoi, par exemple, pour reculer au problème fondamental. Pour juste être sûr qu'on a bien la bonne perspective et avant de dire on fait cette fonctionnalité de telle façon ou de telle autre. Mais faire cet effort, c'est important. Voilà, de remonter aux besoins racines. Et parce qu'en fait, là, le truc, c'est que si tu développes juste pour un utilisateur, tu as fait une solution pour une personne et qui va pas matcher pour l'autre personne, alors que si tu fais ce travail de conceptualisation du problème, de remonter à la source du problème, tu vas pouvoir adresser plusieurs gens et donc c'est bénéfique pour l'utilisateur mais aussi pour la boîte qui vend le produit et du coup utilisable pour plusieurs de ses utilisateurs. Et puis un dernier article en méthodologie sur est-ce qu'un engineering manager doit coder. C'est bien Arnaud qui a dû mettre ça, non ? Ah, bah oui, c'est ça. Vu que je vais certainement quitter ce rôle, je me pose plein de questions quand même sur ce rôle et de quelle est son essence ou pas. Et effectivement, c'est un article de Kelly Vaux qui est une podcasteuse entre autres, je crois qu'elle faisait les debug podcast ou quelque chose comme ça, et qui elle donc fait pas mal de training sur un peu tout ce qui est leadership, engineering management et tout ça. Et donc en gros, elle explique un petit peu, finalement, est-ce que en tant qu'engineering manager, c'est clair que ça a été ma question perso chez Doctolib, est-ce que je dois coder, est-ce que j'ai le temps de coder, est-ce que je peux coder ? Ça a des avantages et des inconvénients. Donc, comme l'article le répète, en fait, il n'y a pas de réponse unique. Ça va dépendre des gens, de l'IAM lui-même, de son équipe, de tout ça. Mais elle met en avant quand même des bons points intéressants, que ce soit sur les risques ou que ce soit sur les bonnes chances, pour les bonnes raisons de le faire. Bien sûr, les risques. Et je sais que moi, je l'avais fait dans une vie passée et je sais que c'est pas une bonne chose, c'est de prendre ça comme un échappatoire pour pas faire finalement son rôle de manager, qui peut être toujours des fois compliqué, de gérer les conflits, gérer les réunions, gérer les infos, gérer plein de choses et se dire je vais les coder pendant ce temps-là, je vais pas m'embêter avec tous ces problèmes-là. Ça résout pas les problèmes que tu as vraiment à gérer pour le coup. Et donc ça, j'avais évité de le faire pour le coup chez Doctolib. Et ça permet, le risque derrière ça, c'est surtout de devenir soi-même un goulot d'étranglement ou de prendre trop de place dans l'équipe, parce que à partir du moment où on se comporte comme un IC, comme un staff, comme quelqu'un qui finalement a une place présente dans l'activité quotidienne des projets de l'équipe, on va avoir un poids impactant sur l'équipe elle-même, et surtout que vu qu'on a une double casquette en tant que IM et puis IC à ce moment-là, obligatoirement on est un peu biaisé
hein, puisque les gens vont être tendance à être peut-être moins nous critiquer, à moins nous challenger que leurs collègues qui est au même niveau qu'eux ou qui est dans l'équipe. Ouais. Bon, avec l'IM, ils vont peut-être pas avoir le même comportement. Ils vont te challenger à la machine à café tant que t'es pas là. Oui, voilà, exactement. Tu vois, c'est ça. Mais ils diront derrière toi que putain, Arnaud, il a encore fait de la merde, machin, etc. Mais voilà, ils vont avoir plus de mal à venir te dire non, là, ta PR, c'est de la merde. Voilà. Donc ça, c'est un peu les risques, bien sûr, de coder. Donc, par contre, bien sûr, c'est qu'il y a des avantages, c'est-à-dire que ça soit pour se tenir à jour. Ça, je pense que ça reste très critique. Un IM qui effectivement maîtrise pas un minimum quand même le sujet technique, ça reste embêtant. De pouvoir faire, comme on disait tout à l'heure, du prototypage ou du quick and dirty pour essayer de faire un truc pour montrer à l'équipe, tiens, finalement, regardez, j'ai fait ça en 5 minutes, c'est tout crado. Maintenant, si on le faisait au propre, ça c'est carrément une chose qui est super utile. Ça marche aussi pour les product managers de nos jours d'ailleurs, ce genre de choses. Et puis ça permet aussi des fois de juste rebondir sur certains sujets. Là, moi, je sais que depuis effectivement qu'il y a de l'IA qui est facilement disponible, je peux plus facilement aider sur des sujets de troubleshooting, etc. Parce que je peux le faire de manière asynchrone avec l'IA derrière. Là où avant, effectivement, me plonger dans un sujet technique, c'était pas possible. Voilà. Donc voilà, en gros les règles qu'elles lisent, c'est surtout de rester en dehors du chemin critique. Donc voilà, coder pour faire des choses en dehors du chemin quotidien de l'équipe, c'est pas nécessairement un problème, c'est même plutôt une bonne chose. Mais par contre, faut toujours garder un équilibre par rapport au positionnement du reste de l'équipe. Voilà. Ça y est, on parle de Sun, il apparaît. Trop beau. Le soleil arrive. Donc voilà. Donc pour les IM. Je vais rajouter un point là-dessus parce que mon expérience, alors j'ai pas de chiffres exacts, mais j'ai plus une tendance que je vois, c'est que les abandons ou les burn-out au niveau engineering manager, il y en a plus en proportion que chez les contributeurs individuels. Et ça dit quelque chose. Donc il y a aussi un équilibre à trouver entre. C'est vrai que, il y a un côté très gratifiant au code avec des gens, c'est moi qui l'ai fait, c'est un peu plus les mains un peu comme quand, je sais pas, on coupe du bois ou des choses comme ça. Donc il y a une notion de plaisir qui est plus proche, qui est très différente. Il y a peut-être des managers natifs qui adorent, qui kiffent le fait de faire leur boulot de manager, mais il y en a plein historiquement techniques où ils le font pour le bien plus général de l'équipe et ils adorent ça, mais à un moment ça taxe aussi et ça peut régénérer l'énergie de coder un peu, mais par contre il faut trouver l'équilibre effectivement, et donc les règles que tu as mis sont intéressantes. Voilà, c'est ça. À un moment il faut penser à soi aussi, mais aussi penser en fait, est-ce que je voulais être engineering manager? Peut-être que j'aurais plus de valeur dans un rôle différent où ça me convient pas. Finalement, j'ai essayé, j'ai pas essayé. Il y a quelques années, on avait parlé des engineering managers qui redevenaient contributeurs individuels tous les 5 ans, tu vois, dans leur carrière. Voilà. Moi, ça sera au bout de 3 ans et demi chez Doctolib. Voilà. Je vais essayer de franchir le pas. Allez, on va passer à ce que Antonio préfère. La sécurité. La sécurité. La sécurité avec l'absence de sécurité dans React dans React, vas-y. Ouais, c'est du React Server et donc par transition obligatoirement Next.js qui est une grosse plateforme. En gros, Next.js c'est le Spring Boot, on va dire en plus de la communauté des fronts côté React. Et donc faille de sécurité 10 sur 10 ou possibilité d'exécuter du code par manque de protection. Donc en gros, on va dire que on va le simplifier comme un problème de sérialisation et de désérialisation, où une fois de plus, du fait de la dynamicité de TypeScript, JavaScript, les clients peuvent injecter du code malveillant qui va s'exécuter côté serveur, en étendant finalement les objets de base qui sont proposés par le système d'échange entre la partie client et serveur du framework.
Donc voilà, donc ça a été sorti, c'était la semaine dernière, quelque chose comme ça, ou il y a 10 jours. Donc certains ont essayé de gérer ça et de contourner un petit peu le risque, de limiter le risque avec des proxys, puis avec des WAF, etc., pour essayer de détecter les requêtes malveillantes, puisque bon, il y a certains types de requêtes qui sont reconnaissables, etc., etc. Mais la seule et véritable solution, c'est upgrader, donc soit votre React Server si vous en avez, vous l'utilisez directement, ou votre Next.js, et ça concerne effectivement toutes les versions, enfin pas mal de versions des deux plateformes. Donc voilà, donc c'est pas à ne pas limiter, voilà. Yes. Allez, on va passer à la loi société organisation. Bon, après, c'est pas les seuls, en fait. Mais vas-y. Non, c'est pas les seuls. En fait, tous vont suivre parce que c'est du réglementaire. Donc, en fait, une fois de plus, ils n'ont pas fait ça pour être évil, mais on leur demande d'être évil. Donc voilà, donc Google sont les premiers surtout à sortir donc un système pour Android qui va permettre aux employeurs de lire les SMS professionnels. Donc il faut que ça soit bien sûr sur des devices Android qui soient gérés par les règles de sécurité. Je sais plus comment on appelle ça, la gestion de flotte, etc. Device management. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans une nouvelle version là d'Android. Ça vient donc effectivement de réglementaire. C'est la banque, je sais plus si je l'ai mis dans l'article, mais c'est le monde bancaire qui demande à avoir de l'archive sur toutes les discussions professionnelles des employés sur je sais plus combien d'années, etc. Bien sûr, ce que dit Google, et on le croit bien sûr, c'est que l'utilisateur sera clairement averti de la forme comme quoi il est sur de la messagerie qui est donc archivée, accessible par son employeur, etc., etc. Ça remet bien sûr tout en cause le bring your own device dans ces entreprises ou domaines qui ont besoin d'appliquer ça, parce que je pense que personne n'a envie de voir activer ce genre de fonctionnalité sur son téléphone perso. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui arrive, mais comme tu le dis, c'est du légal, donc c'est certain que les autres derrière, les Apple et consorts, mais il n'y en a pas 50, vont suivre parce que c'est une demande légale. C'est pour du réglementaire. Ouais, voilà. En fait, c'est marrant parce que je savais pas que ça venait de la banque, mais il y a eu, je crois que c'est Google d'ailleurs, mais d'autres. En gros, ils ont eu des conversations où ils disaient désactive l'historique, et puis ils avaient des conversations stratégiques. Et puis après, quand tu es interviewé par le gouvernement américain ou pendant un procès, tu dis, je me souviens pas avoir eu cette conversation, et puis il n'y a pas de trace, et du coup, voilà, c'était la façon de contourner certaines. Peut-être parce qu'on n'a pas le droit de détruire des preuves aux États-Unis, et j'imagine sur pas mal d'endroits. Je pensais que ça venait même de manière plus générale du gouvernement qui avait imposé un certain nombre de trucs. Non, pour l'instant, mais bon, enfin, on voit bien que de toute façon, les gouvernements, comme plein d'autres domaines, de toute façon, essayent d'imposer les règles qui leur convient pour pouvoir appliquer. Et c'est vrai que dans le domaine financier, enfin, c'est quelque chose de. Voilà. Le réglementaire, on sait qu'il est très très lourd. De toute façon, côté financier, banque, etc., c'est relativement l'enfer pour ceux qui ont bossé dedans. Et voilà, ça continue. Allez, rapidement, si vous faites plaisir à quelqu'un à Noël. Très très rapidement, on en parlait je sais plus de qui on parlait le mois dernier, qui pareil faisait un appel aux dons, et donc là je voulais le relayer. Je ne sais plus. Et oui, on l'a dit, mais je ne sais plus. C'était pas Let's Encrypt, mais c'était un truc un peu comme ça. Ouais, c'était SSL ou je sais plus. Bref, OpenSSL ou un truc comme ça. JUnit, que vous connaissez tous ceux qui font du Java et qui sont sur la JVM, ne serait-ce connaissent JUnit. JUnit, c'est un projet de la fondation Apache, mais c'est pas parce qu'on est dans la fondation Apache qu'on a des moyens. On a juste une structure qui nous permet de contribuer de manière équilibrée à un projet communautaire, mais ça ne donne pas les moyens pour contribuer. Et donc, JUnit fait un appel aux dons depuis donc quelques semaines. Vous pouvez contribuer à la mesure que vous voulez. Il n'y a rien en échange, si ce n'est un merci qui peut être
publié sur le site, etc., pour vous dire merci, mais il ne faut pas s'attendre en échange que vous aurez des fonctionnalités ou des fixes spéciaux parce que vous avez donné des sous à JUnit. C'est un don, c'est pas un échange. C'est un don, mais il le reprécise bien parce qu'on connaît un peu les biais des gens. Et ouais, donc le but, c'est d'avoir les fonds, c'est pour plusieurs choses, c'est surtout pour que les équipes puissent se rassembler et se retrouver. C'est comme toujours les projets open source, hein, s'il n'y a pas des moyens de financer, on bosse tous en remote. Et bon, ça a ses limites, c'est bien de se voir un petit peu de temps en temps. Et puis, qu'est-ce que j'oublie d'autre tu oublies que, du coup, en parlant de donation, si vous êtes intéressé à aussi faire un don à Noël aux Cascodeurs, vous pouvez aller sur patreon.com/lescascodeurs pour nous sponsoriser et nous permettre de passer plus de temps là-dessus, d'acheter les différents matériels quand vos webcams plongent dans un univers inconnu, voilà. La mienne, elle fait pas ça, je suis deg. Ouais. Et moi, je le désactive. En fait, je le mets pour. J'ai la même que Arnaud, du coup. Je le mets pour. Parce que la mienne est morte. Ouais. Je le mets pour le régler, puis après, je la désactive. Il y a un petit raccourci global. Et du coup, comme ça, après, je bouge pas, je reste. Parce que sinon. Normalement, tu fais juste un signe de la main et tu peux l'arrêter. Tu vois, là, elle m'a dit stop. Et donc, tu peux, mais les gens, ils se disent, mais tu fais quoi exactement? Regarde, hop, maintenant, tu vois, comme c'est beau. Je lui ai dit d'arrêter de me tracer. Et maintenant, elle me traque plus. Le problème, c'est que je fais un peu ça, et puis lui, il dit active, désactive. C'est ça, mais là, t'es pas bien. Bref, l'IA est pas sentiente encore dans ce cas-là. Voilà. Bon, en tout cas, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à nous sponsoriser. Alors, je vous dis ça, mais attendez un petit peu. Mettez ça pour, mettons, Noël ou le tout début de l'année. Parce qu'en fait, j'ai désactivé la prise de don là en novembre et je vais le désactiver encore pour ce cycle-là. Pour le mettre sur le compte en Suisse, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour le mettre sur le compte en Suisse. Non, en fait, j'avais une petite structure d'auto-entrepreneur, mais comme là, je monte la structure pour moi, en fait, je regroupe un peu tout. Et pour être un peu clean et éviter des questions qui pourraient être légitimes du fisc ou de je sais pas quoi, donc voilà, j'ai fait l'arrêt, je réactiverai une fois que la structure sera proprement activée. Donc, quelque part, je me prive de vos 2 mois de dons autour de ça, mais ça me paraissait plus clean. Voilà. Du coup, je vous avais pas prévenu. Du coup, il y a des gens qui ont été surpris par le petit email de Patreon disant ça a été désactivé, mais voilà la raison. Ça va être réactivé incessamment sous peu dès que la structure est ouverte. Voilà. Et puis, est-ce qu'on a fini, nous? On a fini, il reste les conférences. Les conférences. On est obligé de faire la liste. Non, on va pas le faire. Le call for paper for Devox est encore ouvert. On a dit, on fait pas la liste. 11 janvier. Ouais, mais c'est Devox France. 11 janvier, ouais. D'ailleurs, ça se remplit pas mal. Hein. Moi, j'ai fait quelques revues, mais bon, ça monte pas mal. Plus à suivre. C'est chaque année, ça démarre de plus en plus vite. Et je sais plus, on était à 300, je crois, propositions de mémoire. Il faudrait un agent qui fasse ça pour nous. Un agent pour faire ça. J'ai demandé à Claude. Non, faudrait pas d'agent. Non, perdre en qualité. On va faire ça. Non, on fait ça à la main, évidemment. Hein. En revue, avec tous nos biais. Tous nos biais naturels, organiques, bio. C'est ça. Tous les bons biais. Parce qu'après, sinon, c'est les agents qui reviewent des propositions déjà écrites par les agents. Par les agents, ouais. Après, j'ai toujours en tête d'écrire un détecteur d'agents sur les trucs. Ça va finir par arriver. Hein. Ouais. Il y en a, la structuration, elle est un peu trop... il y en a, c'est copie-colle. Enfin, tu vois le format, tu vois que c'est vraiment... Ou ceux qui ont utilisé un truc de translate et il y a écrit translated by IA, je sais plus quoi là. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. L'IA peut faire des erreurs. Oui. C'est ça. Bon, on a déjà eu des trucs comme ça avec du copie-colle un peu trop. Ou après l'abstract, tu sais, il génère l'abstract. Ça te convient? Et toi, tu as copié. Copie-colle avec les dernières phrases derrière. Bon, eh bien, merci de nous avoir suivis. Comme on vous dit, probablement une interview avant le prochain de janvier. Écoutez, continuez à nous dire que vous aimez. Donc, allez sur souscrivez. J'ai pas le truc de Brand là, mais souscrivez à YouTube. Parlez-en à vos voisins. Téléchargez. Ouais, alors des plus sur les vidéos, c'est bien. S'inscrire
Sur le channel, c'est super parce que ça permet d'atteindre certains niveaux là dans Google et YouTube, pardon, et donc c'est pas mal. Et puis surtout parlez-en, et notamment aux gens qui sont vos petits-fils au bureau. Voilà, on essaye de YouTube, c'est fait pour qu'on essaie de voir à toucher d'autres typologies de gens que ce qu'on touche aujourd'hui sur le podcast, etc. Enfin, en mode audio. Donc, n'hésitez pas, voilà, à dire tiens, vous connaissez les cascodeurs ou pas, nanana. Et puis on voit si les gens ils prennent, c'est top. Et à tous les événements où je vais, toutes les conférences, il y a toujours quelqu'un pour me dire hey, tu sais que j'écoute les cascodeurs. À chaque fois. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Bon, cette fois, je vais pouvoir appuyer sur stop sans tout péter, parce que c'est vraiment la fin. D'ailleurs, allez, on va mettre même la musique de fin là pour générique, vous. ouais. Générique de fin. Tac. Allez. C'est parti. Au revoir. Ce qu'il dit bientôt sur TikTok. Non, on va pas, peut-être pas. Chaque chose en son temps. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Marquignol, alias Touilleur Express. www.touilleur-express.fr. Le logo généré par un être humain. Non, mais les gars, là. Un vrai logo, un humain qui a fait avec ses petits doigts. Qui maîtrisait à peine l'outil en plus. Ouais, tu m'étonnes. On se le traite depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'il est moche.